Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Beaucoup d'humour dans cette émission. On terminera avec la découverte d'un nouveau personnage de BD qui s'appelle Barge, qui est un personnage bien décalé à l'humour caustique. Et puis on parlera cinéma avec un film bien déjanté, là aussi un film bien belge, aussi BXL USA, qui nous sera présenté par les comédiens Patrick Ridremont et Charlie Dupont. Et puis on parlera aussi de la gratuité des musées tous les premiers dimanches du mois. Mais avant cela, place à l'actualité, c'est presque fait. Dominique Leroy va devenir la première femme en fait à être à la tête de Belgacom. Elle va succéder à Didier Bellens. C'est en tout cas le Cairn qui s'est mis d'accord ce matin sur la désignation de Dominique Leroy. Et donc c'est l'occasion de parler de l'égalité homme-femme au niveau professionnel. Bonsoir Isabella Lenarduzzi, vous êtes fondatrice de Jump. Alors je vais expliquer Jump ce que c'est. C'est une organisation qui milite en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors d'abord, une première réaction à cette future nomination de Dominique Leroy. Vous êtes satisfaite que ce soit une femme? Enfin. C'est le cri du cœur, ça. Enfin, les pouvoirs publics montrent la voie aux entreprises privées. Enfin, on fait confiance à une femme qui a tout ce qu'il faut pour réussir, qui a un parcours extraordinaire. N'oublions pas qu'elle a été CEO d'Unilever. Ça fait 2 ans qu'elle est chez Belgacom, qu'elle a eu des résultats remarquables. C'est quelqu'un qui est très apprécié, même au-delà des résultats. Donc vraiment, enfin, je n'aurais pas compris si ça avait été quelqu'un d'autre qu'elle. Donc enfin, la méritocratie, je dirais, a joué. Et vous confirmez que c'est exceptionnel pour une femme d'arriver à ce niveau de responsabilité? Alors il faut savoir que, donc, il y a 2 ans, on a voté en faveur des quotas dans les conseils d'administration. On était à 8%, à 8-9%. On a augmenté en 2 ans que de 2%. On doit arriver à 30% en 2016. Donc ça va, malgré les quotas, ça va avec une lenteur absolument incroyable. Et ça, c'est pour les conseils d'administration. Dominique Leroy, elle arrive à la tête d'une grande entreprise, c'est le niveau exécutif. Avec elle, il y a un comité de direction. Dans les comités de direction, il y a encore moins de femmes que dans les conseils d'administration. Parce que là, c'est vraiment le résultat d'une carrière. On n'arrive pas parce que quelqu'un décide de vous mettre en tant qu'administratrice. On arrive parce qu'on fait de carrière dans l'entreprise. Et là, malheureusement, il n'y a pas de chiffre officiel sur lequel tout le monde se met d'accord. Mais c'est en tout cas pas plus de 10%. 10%, c'est honteux quand on sait qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui travaillent et quand on sait qu'elles sont globalement plus diplômées que les hommes. Et ça, c'est ça qu'on appelle le plafond de verre. Il y a un moment où les femmes n'arrivent plus à monter. C'est à quel niveau à peu près? Bien, en fait, le plafond de verre, c'est pas tellement la réalité. La réalité, c'est plutôt un tuyau percé. Donc, en fait, les femmes, quand elles arrivent après leurs études, comme elles sont globalement plus diplômées que les hommes, elles arrivent en masse à un niveau un petit peu supérieur que les hommes dans les entreprises. Et à partir de ce moment-là, tout au long de la carrière, donc tout au long de l'avancement des responsabilités, on en perd. Soit elles stagnent, ça s'appelle le plancher collant, soit elles disparaissent. Elles disparaissent parce que elles partent dans d'autres entreprises parce qu'elles se sentent pas suffisamment valorisées, elles réduisent leur temps de travail, elles font des pauses carrière, etc. Et donc en fait, les hommes le nombre d'hommes ne fait qu'augmenter au fur et à mesure de la carrière et des responsabilités, et les femmes que diminuer. Donc on a un vrai problème d'utilisation de tous les talents dans les entreprises. Et là, je pense que c'est très important que Dominique Leroy puisse être à cet endroit-là, parce qu'il faut aussi que les femmes aient des modèles auxquels s'identifier. Et elle, en dehors d'être une femme exceptionnelle, elle a aussi une attitude c'est une fille chaleureuse. Elle est pleine d'empathie par rapport aux autres, elle est toujours bienveillante. Très décidée, attention. Mais parce qu'il faut quand même avoir une poigne de fer dans ce milieu-là pour y arriver. Bien sûr, on n'arrive pas là sans savoir prendre des décisions, sans savoir trancher, sans savoir... Il faut écouter, il faut pouvoir être dans la collaboration plutôt que dans la compétition, mais à un moment donné, c'est à elle que revient la décision, puisque c'est elle qui portera la responsabilité. Est-ce que vous croyez qu'on va l'attendre davantage au tournant parce qu'elle est une femme? Je pense que oui. Je pense que oui. Là, on a vu que la nouvelle CEO de General Motors, c'est une femme. C'était il y a quelques semaines. Oui. Et on a vu la presse se déchaîner en disant, mais est-ce qu'elle a les compétences? On a vérifié ce que faisait son mari. Mais est-ce qu'on se pose ces questions-là quand c'est un homme qui est nommé? Donc, en fait, une femme doit toujours prouver énormément de choses. Donc la première erreur va être guettée?
Oui, et même son style vestimentaire. On m'a déjà posé la question pour d'autres médias. Elle semble naturelle. Va-t-elle suffisamment souvent chez le coiffeur? Non, mais je rêve. Donc qu'on arrête tout ça. Ça, c'est vraiment du sexisme. Je pense que vraiment, il faut qu'on traite sur un pied d'égalité les femmes et les hommes si on veut vraiment que les femmes donnent le meilleur d'elles-mêmes et puissent arriver à ces postes-là. Merci Isabella Lenarduzzi d'avoir été notre invitée ce soir. On poursuit cette émission en parlant de la gratuité des musées. Pourquoi cette mesure? À quoi sert-elle et est-elle efficace? J'accueille mes nouveaux invités. Messieurs, installez-vous. Jacques Remacle, administrateur délégué d'Art et Public, et Jean-Luc Petit, responsable du service éducatif des musées de la ville de Bruxelles. Bonsoir. Alors Jacques Remacle, 100 musées ouvrent désormais gratuitement, même plus de 100, au public tous les premiers dimanches du mois. C'est une satisfaction d'être arrivé plus rapidement que prévu à ce chiffre-là? Évidemment, on a démarré l'association il y a 2 ans, quand on savait que le décret allait se mettre en place et on pensait qu'une association devait suivre cette mesure pour qu'elle soit bien connue. Parce que les musées sont très différents. Il y a de très grands musées, il y a de toutes petites structures. Et donc il y a des fédérations de musées mais qui sont à Wallonne ou à Bruxelles. Et donc il y a une association qui suit ça et qui communique, qui a un site internet, qui fait ce petit guide qu'on trouve maintenant un petit peu partout. Et qui organise aussi des événements dans les musées pour qu'on en parle régulièrement, parce que dire une fois les musées sont gratuits le premier dimanche du mois, ça ne suffit pas. Il faut que l'information soit récurrente, que les gens la connaissent et se l'approprient. Oui, Jean-Luc Petit, alors le premier dimanche de 2014, c'était dimanche le 5 janvier qui vient de passer. Vous avez des idées au niveau de la fréquentation, si ça a attiré beaucoup de monde au musée de la ville? Au musée de la ville, on doit être aux environs de 700 personnes. Donc ça veut dire par rapport à un dimanche classique, qui n'est pas le premier dimanche du mois gratuit, le double de fréquentation. Donc pour nous, c'est assez intéressant, puisque c'est un musée quand même qui est largement fréquenté par les touristes étrangers. Et donc notre objectif, c'est d'amener davantage de Bruxellois, en fait, à la découverte de ce musée qui est le leur. Ça amène un public différent, donc. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Quel est le but, Jacques Remacle, en fait, de ces musées gratuits? Quel est le public que l'on cible? Ce sont plutôt les personnes défavorisées qui ne sortiraient pas, qui n'iraient pas au musée s'il était payant? Non, on cible vraiment tous les publics. C'est vraiment une mesure générale pour tout le monde, qui évidemment peut permettre à des gens qui sont dans une situation plus défavorisée d'accéder au musée, mais sans devoir se justifier, sans devoir organiser quelque chose de spécifique. J'ai eu un retour assez charmant là, il y a quelques jours de dimanche, où un éducateur avait été venu avec un groupe de jeunes candidats réfugiés qui n'ont même pas leurs parents, qui sont seuls, qui sont dans des baraquements, mais ils ont pu aller au musée dimanche sans devoir faire une organisation extraordinaire, prendre des contacts, payer une petite contribution. Ils l'ont fait de manière tout à fait naturelle. Alors il y a une contrainte pour les musées, donc s'ils veulent obtenir une subvention, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils doivent entrer dans ce système de gratuité. Vous confirmez, Jean-Luc Petit? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc comme nous sommes en tant que musée de la ville de Bruxelles reconnu et subsidié par la Fédération, en échange, effectivement, on s'est engagé à offrir ce premier dimanche gratuit à tous nos visiteurs. Et si vous ne le faisiez pas, par exemple, vous perdriez... Ah oui, alors c'est une convention qu'on a avec la Fédération. On peut connaître le chiffre? Ça dépend effectivement de la catégorie dans laquelle vous êtes reconnu, en fait. En A, donc nous, en fait, on a le maximum de la subvention. Jacques Remacle, pour un petit musée, c'est environ 7 000 euros. Il y a 3 catégories, et puis il y a catégorie A à 250 000 euros, B à 70 000 euros, C à 20 000 euros. Et avec ces 7 000 euros, par exemple, est-ce qu'ils rentrent dans leurs frais? Parfois des structures où on leur permet de démarrer, où on leur donne une reconnaissance un petit peu annexe. Alors, il faut bien dire qu'il y a 2 catégories de musées dans notre dispositif. Il y a ceux qui le font sur base volontaire, qui le veulent, qui le demandent, et qui n'ont absolument pas de subvention. Je pense par exemple au musée Hergé, qui est une grande institution
privés qui la pratiquent. Et puis, il y a les musées qui sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui rentrent petit à petit, puisque ce sont des plans, ils ont des conventions de 3 ans, donc le décret ayant commencé ayant sorti ses effets en 2013. Une série ont commencé en 2013, certains commencent cette année-ci, d'autres commenceront encore l'année prochaine. Et pour les petits musées, c'est parfois un petit peu compliqué, ça implique des contraintes, parfois ils hésitent à le faire. Je pense qu'il y en a l'un ou l'autre, mais je pense honnêtement que les petits musées sont ravis d'avoir plus de visiteurs, d'être mieux mis en valeur. Maintenant, certains musées négocient avec les pouvoirs publics leurs subventions, et donc parfois ils mettent ça dans la balance, dans la négociation, c'est bien légitime. Les opérateurs culturels ont besoin de moyens financiers, c'est tout à fait légitime. Quand vous avez commencé, Jean-Luc Petit, vous aviez ces appréhensions et vous vous êtes rendu compte, par exemple, que vous deviez engager plus de personnel, que ça avait un coût Disons qu'en fait, le fait est qu'après, on s'est engagé depuis 1 an à le faire, en fait. Donc maintenant, on a quand même cette perspective-là. Et ce qu'on a constaté au musée de la ville de Bruxelles, donc qui est la Maison du Roi sur la Grande Place, c'est que le nombre de personnes qui est venu au musée a fortement augmenté, plus de 5000 personnes sur toute l'année 2013. Donc on n'a pas perdu d'anciens visiteurs, ce sont des nouveaux qui sont venus en réalité. Donc pour nous, ça n'a pas débouché sur une perte financière très importante au niveau de la vente des tickets en fait. Mais je comprends que pour certains musées plus petits, ce soit davantage problématique, ça c'est clair. Est-ce que c'est vrai ce qui m'a été rapporté des gens qui ne veulent pas forcément venir en plateau, que ça draine parfois aussi un public qui est moins respectueux des musées, qui a peut-être moins l'habitude d'y aller, qui en plus ne paye pas et donc... Non, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça dans nos En général, les musées sont confrontés à ce genre de problème. J'ai quand même des rencontres très régulières avec les musées, puisqu'on fait des événements ensemble, etc. Et je n'ai pas eu d'écho, il n'y a pas eu de déprédation comme au Louvre-Lens il y a eu l'année dernière, donc j'ai eu aucun écho dans ce sens-là. Alors, rapidement, Monsieur Petit, donc le mois prochain, donc au mois de février, c'est votre musée qui va être mis en valeur, parce que chaque mois il y a un musée qui est mis en valeur, donc il y aura des activités particulière pour les familles notamment? Oui, c'est ça. Donc il y aura une visite guidée classique de l'exposition actuellement en cours, donc qui traite de l'histoire de la Maison du Roi en tant que bâtiment, mais il y aura aussi un accent spécial pour les familles. Donc on va traiter du thème des fêtes traditionnelles à Bruxelles, de Saint-Nicolas, Noël qui sont déjà passés, mais aussi de la Chandeleur qui tombe justement le 2 février. Donc voilà, ce sera l'occasion de comprendre aussi l'origine de cette fête et son importance autrefois et encore aujourd'hui à Bruxelles. Bien, merci Jacques Remacle et Jean-Luc Petit d'avoir été nos invités ce soir. La brochure en fait concernant tous les musées qui sont ouverts tous les premiers dimanches du mois est à télécharger sur le blog d'Art et Public dont vous allez voir l'adresse et puis on peut la trouver aussi dans les points culture je crois. Voilà. Et puis voilà, je vous renvoie aussi aux adresses internet du musée de la ville de Bruxelles et du musée... Les deux au pluriel. Voilà. Parce que les arts sont pluriels, les publics sont pluriels. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. On poursuit avec du cinéma, le film BXL USC. On regarde d'abord la bande-annonce. Dis, ma mère, elle est aveugle, mais elle voit pas comme ça ou elle voit pas comme ça? Il y a une lettre qui vient des USA. Ah, c'est sûrement la réponse à ton concours de chant, là. Welcome aux Amériques! Ce voyage aussi, c'est pas seulement pour ma carrière. Il est temps que je règle mes comptes avec le père de Léopold. Il est américain? T'inquiète pas, je vais l'emmener en Amérique, moi, Florette. Mais sans les 4000 €, comment tu fais pour l'emmener aux Amériques? T'es en train de me dire que tu veux catapulter ma mère en Amérique, c'est ça? Ouais. T'es sûr de ton coup? Non. Mesdames et messieurs, c'est le commandant Blue Sky qui vous parle. Attachez vos ceintures, merci. Ah, on a un vrai problème, les gars. En Californie, il fait 34 degrés, ciel dégagé et soleil toute la journée. C'est pas une réussite, tu sais, mon fils. De mon temps, là, l'avortement, c'était encore interdit, alors... Sinon, tu penses bien. Est-ce que je peux vous rappeler que le but de ce voyage, c'est pas Florette en vacances, mais Léopold cherche papa? Alors j'aimerais bien qu'on se reconcentre. Bon. C'est un beau cadeau que tu lui fais. Même si je sais toujours pas qui c'est mon père, au moins je fais plaisir à ma mère. Un chouette voyage, quand même. Elle voit rien, Fieu. À quoi ça sert ton truc si elle voit rien? Le rêve, c'est important, le rêve, Léo.
Dis ma mère, elle est aveugle. Bonsoir, Patrick Rittermont et Charlie Dupont. On peut dire, c'est un film complètement déjanté. Ouais, et puis en voyant les images, on pensait au tournage qui était exceptionnel aussi. Donc, vous n'avez pas dû vous ennuyer? Non, on a eu très froid et beaucoup de rire. Alors quand on vous voit, vous êtes tapé quand même, hein, vous êtes looké. C'est formidable que quelqu'un considère qu'une des qualités d'un acteur, ça peut aussi être en faire un peu trop sans tomber dans le précipice. Et il nous poussait, il disait voilà, tu peux encore attendre, il te reste 1 mètre avant de tomber. Et on proposait, puis de temps en temps c'était trop, on était vraiment dirigés. Et c'est agréable, nous les mecs, on aime bien sans les dire, mettre des perruques, les filles veulent être des princesses. Nous on veut être des trolls, quoi. Et dans ce film, on avait l'occasion. Ouais, Patrick Rittermont et Charlie Dupont en troll. Alors l'histoire de ce film, en fait, c'est quoi ça? Tout part d'un mensonge. C'est Nicole Scherrer dont la vue baisse tellement que son fils, joué par Patrick ici présent, malgré la perruque, c'est bel et bien lui. On le reconnaît quand même. On le reconnaît néanmoins. Il décide de l'emmener aux États-Unis, mais virtuellement. C'est-à-dire qu'il va lui faire croire, puisque sa vue baisse, qu'il l'emmène aux States, où elle va chanter, en restant en Belgique. Donc tout est rêve, et c'est ça qui est magnifique et très poétique, c'est qu'il va fabriquer Miami avec Ostende, il va fabriquer un avion avec un camion, et donc on va vendre du rêve. On est vraiment une bande de bras cassés ainsi qui vivent dans une roulotte, mais avec une bonne volonté et un cœur énorme, on va arriver à faire croire à ce rêve. Et puis finalement, qu'est-ce qui va convaincre Léopold de jouer à ce jeu-là et de faire croire? D'abord, on fait croire à Fleurette qu'on l'emmène aux USA parce qu'on a perdu les sous du voyage. On a bu, tout perdu, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec cet argent. Finalement, on sait, c'est ça qui est... Oui, on le sait à la fin, mais on ne peut pas le dire. Et alors, Léopold, en fait, au départ, il n'a pas trop envie parce qu'il est en froid avec sa mère, il la voit plus depuis au moins. Ça fait 15 ans qu'il n'a plus vu. Mais sa mère a couché avec quelqu'un pour avoir Léopold, c'est mieux. Et ce n'est pas le petit Jésus, il a un papa, lui, et il veut découvrir qui est son père. Et il semblerait que son père soit une vedette américaine. Donc il va essayer, il va passer ces quelques jours avec sa mère pour lui soutirer cette information, lui tirer les verres du nez. Et il y a plusieurs moyens d'y arriver. On fait semblant qu'on est Amérique, on la drogue tout le temps. C'est très agréable dans ce film de voir ce vieux personnage. C'est très très drôle la scène, parce qu'évidemment il préférerait être le fils de Mick Jagger que de Frédéric François. Et donc il se fantasme lui-même en fils d'eux et rêve ça. Et ça aussi c'est très très drôle. Et alors vous jouez le personnage de Rudy, qui est le copain de Léopold, qui est prêt évidemment à le suivre dans toutes ses conneries. Moi, s'il faut aider, s'il faut faire du bien, moi, c'est dit dans le teaser, l'important c'est le rêve. Moi, s'il faut respecter la mère de Léopold et lui offrir du bonheur, je suis là. Et il manque pas d'idées en fait pour faire croire. Il transforme la remorque d'un camion en carlingue d'un avion. Ça dit comme, et ça atterrit, il suffit de tourner le siège. Le personnage de Charlie ne doute de rien. Il est persuadé qu'en catapultant, prenant, non mais il y a des scènes terribles où on est dans un parc, on vole la chaise d'une handicapée dans le parc royal. Et c'est une vraie handicapée, c'est une vraie chaise. C'est une comédienne, que les choses soient claires. On ne prend pas de pincettes et on va catapulter cette chaise en Amérique. Enfin, il est persuadé que ça peut marcher, ou en tous les cas, que ça va donner l'illusion à Fleurette qu'elle est en train de décoller. Et il ne doute de rien. C'est une espèce de Guy les bons tuyaux et en même temps, une espèce de docteur... Enfin voilà, il est fou. C'est formidable parce que c'est finalement l'univers du réalisateur, et c'est le réalisateur qui ne doute de rien à nous pousser aussi loin, comme disait Patrick, dans les personnages et dans les situations. Quand tu lis le scénario, tu n'y crois pas. Il va fabriquer une passerelle pour envoyer en catapulte la mère du personnage aux États-Unis. Mais personne ne va s'identifier à ça. Eh bien si, parce que c'est que c'est à un moment donné l'intention pure qui joue. C'est le pur bonheur que le réalisateur a eu à écrire, Gaëtan Bernard, a eu à écrire cette chose qui fait que ça passe. Et que c'est félinien, poético, foireux, foutraque. Le mot qui va le mieux, c'est foutraque. Voilà, un vrai bruxellois et qui filme d'ailleurs très très bien à Bruxelles aussi, pas que Bruxelles, il y a d'autres lieux en Belgique, notamment la mer du Nord dans ce film. Mais ce qui est marrant, enfin ce qui est étonnant, en fait, d'abord c'est pas vraiment l'histoire d'un film, au début c'était une série, et puis qui était destinée à la France, qui était destinée à Canal+ France. Et Canal+ a toujours d'ailleurs une émission qui s'appelle La Trilogie, c'est ça, où il s'agit de faire un film saucissonné en 3 parties. Ils sentaient que ça sentait bon, ils ont dit écoutez, on arrête cette histoire de 3 parties, faisons-en un vrai film, un téléfilm, qui a gagné d'ailleurs à La Rochelle, meilleur film, une comédie, meilleure comédie de télévision. Le prix du public et meilleur film de télévision. Voilà, donc quand même des choses pas mal.
Et notre producteur ici, Nexus Factory, Sylvain Goldberg, se dit tiens, on va quand même le sortir au cinéma. Ça avait marché dans le cadre des Cinévox, Fortis Film Days, etc. Et on l'a ressorti et il est passé du statut de, vous imaginez, de série, de trilogie à téléfilm et le téléfilm à film de cinéma. Et c'est pour ça et grâce à ça que ce film a l'énorme chance d'être nominé au Magritte du cinéma. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'on peut voter jusqu'au 15 janvier pour qu'il remporte le prix du premier film. Alors, bien sûr. En fait, c'est le seul Magritte qui est ouvert au public, dont le vote est ouvert au public. Donc sinon, c'est réservé à l'Académie des votants qui sont des professionnels du cinéma, ce qui ne veut rien dire. Non, mais voilà. Non, mais si c'est le public qui a tout à dire. Tout le monde peut voter sur lesmagritteducinéma.com et aimer ce film-là, ou un autre d'ailleurs, soyons pas. Enfin, nous, on trouve que c'est celui-là qui est chouette. Et d'ailleurs, la soirée des Magritte aura lieu le 1er février. Est-ce que si le prix revient voilà, à ce film et au réalisateur Gaëtan Bevernage, est-ce que ça va lui donner une seconde vie, peut-être une ressortie au cinéma, parce que personne ne l'a vu. Oui, peut-être, oui, ce serait formidable. Et puis surtout, c'est plus cohérent. L'année dernière, les Magritte du premier film ont été donnés longtemps après la cérémonie. Le film n'était plus à l'affiche. C'est Patrick qui l'a reçu d'ailleurs. Patrick dans tous les premiers. Oui, c'est vrai. Et, vous avez porté bonheur à celui-ci. Hein. Je l'espère de tout cœur. Mais là, il se fait que le film va sortir en février, début février sur RTL. Et donc, si on peut profiter de la publicité des Magritte pour que le film soit vu par le plus grand nombre, ce serait formidable. Voilà. Et pour voter, il faut quand même prévenir qu'il peut être vu en streaming aussi. Bien sûr, c'est pas cher, c'est 2 €. Vous, sur Univers Ciné, il sera sur RTL en février. Il suffit d'aller aussi sur le site des Magritte. Ce qu'il faut dire aussi, je trouve, c'est qu'il y a une véritable comédie poétique et qu'il y a quelque chose de typiquement belge là-dedans et qu'on a souvent du mal à mettre en avant nos comédies au cinéma en général et en Belgique en particulier. Et que c'est très très beau comme exemple d'une comédie qui peut avoir en même temps quelque chose à dire. Ouais, et ce que j'avais aussi envie de rajouter, c'est que c'est vrai, c'est très drôle, on rit énormément, c'est hyper décalé. C'est vraiment bien ça. mais il y a quand même de l'émotion. Hein, oui, ça un petit peu, quoi. On a la larme à l'œil quand même. C'est touchant. Mais oui, je trouve que c'est ça qui est justement particulièrement belle attitude, quoi, d'être à la fois un rire qui est pas gratuit et qui touche en même temps. Et il y a même un flamand dans le film. Ça c'est obligé, c'est un quota. Donc voilà, un film alors, c'est la preuve que c'est un film bien bruxellois. Merci Patrick Ridremont et Charlie Dupont d'avoir été avec nous ce soir. Et voilà, on va continuer avec un personnage décalé, ça va sûrement vous intéresser, c'est de la BD. C'est un nouveau personnage qui s'appelle Barge et je vais en parler avec les co-auteurs que je m'apprête à rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes tous les deux les auteurs de ce nouveau personnage de BD qui s'appelle Barge, Sylvie et Alex. Bienvenue sur ce plateau. Alors qui est Barge ? Qui veut me répondre, Alex ? C'est pas nous. C'est pas nous. Vous êtes un peu barge aussi quand même pour faire. Pour faire barge, je pense qu'il faut effectivement être complètement barge. Mais barge, en fait, c'est une petite bonne femme qui a la langue bien pendue, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, et puis une fois qu'elle a beaucoup réfléchi, elle dit ce qu'elle pense et elle essaye aussi de penser ce qu'elle dit, ce qui n'est pas toujours évident. Et en fait, Barge, donc, comme on le voit sur le visuel derrière moi, elle est accompagnée donc, de plusieurs amis dans ses aventures, notamment Freddy, qui est, on ne sait pas très bien s'il est bilingue ou s'il est bizarre. Barge ne sait pas non plus. Et elle est donc, au fur et à mesure des planches, en train de réfléchir sur plein de sujets différents, la vie de couple, la religion, le monde du travail, le management, etc. C'est une philosophe en somme. C'est une philosophe. Une drôle de philosophe. Une drôle de philosophe. Et un peu caustique aussi. Elle a un regard vraiment particulier sur le monde dans lequel on vit. Et elle existe depuis quelques années, mais c'est vrai que finalement, elle est libre, Barge. Et c'est aussi une personne un peu surréaliste dans ses commentaires. C'est du surréalisme à la belge, on pourrait le dire, parce que c'est 100% made in Belgium. Oui, complètement. Elle a un regard décalé, en fait, et donc forcément surréaliste, particulier, et puis aussi très terre-à-terre en même temps. Elle peut être, très, très réaliste dans ses propos. Et elle est mise en image avec un coup de crayon assez minimaliste. C'est vous qui l'a dessiné, Alex ? En fait, non, moi je suis plutôt à l'origine du scénario et du premier trait de crayon de Barge. Et après, Sylvie se débrouille pour arriver à ce que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc moi, c'est plutôt scénario, effectivement. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que sans le premier coup de crayon d'Alexandre, moi, je ne sais pas dessiner Barge. J'ai besoin... C'est une vraie collaboration. Oui, complètement. Et puis après, c'est vrai que pour le scénario,
des fois, je mets une petite touche ou alors Alexandre s'inspire de mes bêtises, je n'en sais rien de ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est une collaboration complète. Alors, on va regarder peut-être en images quelques planches comme ça qui ont été choisies un peu au hasard pour comprendre un petit peu l'univers. Donc voilà, je vais attendre voir si les images vont apparaître. Voilà. Donc elle est dit journée sans tabac, journée sans voiture, journée sans achat et la journée sans conneries, c'est pour quand? Effectivement. Ouais, si on devait expliquer la société en fonction de l'apprentissage de la conjugaison, les professeurs pourraient se contenter d'enseigner la première personne du singulier. Ce qui serait plus simple. Voilà, on voit Hitler, ici l'humanité est contradictoire, elle nous a donné le pire et le meilleur, c'est flippant, voilà. Et puis je sens comme une présence, là on voit derrière elle un monstre, là c'est le côté un peu surréaliste. On ne peut pas s'empêcher malgré tout de penser au chat quand on voit ces planches. Effectivement, c'est certain que Barge, elle est, clairement il y a des inspirations différentes et c'est sûr que le chat de Philippe Geluck, à la base en tous les cas, a été une source d'inspiration, surtout au niveau de la mise en page, le fait qu'on fonctionne aussi par strip, etc. Et que voilà, il y a parfois des strips de 4 cases, de 3 cases, d'une case, parfois d'une planche. Ça pourrait se prêter à une publication quotidienne dans un journal, par exemple. C'est ce qu'on espère vraiment. En fait, on est en contact avec pas mal de journaux en essayant justement de mettre en avant cet aspect-là parce que Barge, vraiment, ça se prête vraiment très bien à traiter l'actualité avec un regard décalé. Donc on espère que prochainement, on pourra retrouver ce personnage dans un média. Oui. Et donc des idées, là, il faut en avoir, hein. Ça doit venir tous les jours. Hein, mais ça va, oui, tous les jours, ou presque. Oui, parce que finalement, Alexandre, il est curieux de tout. Et donc, il partage aussi énormément. Et donc, finalement, dans les échanges, tous les jours, on entend des trucs barges. Donc, tous les jours, les idées viennent. Après, il faut trier. Ça, c'est autre chose. Et donc, là, vraiment, c'est un travail en collaboration. Comme vous êtes un couple, c'est un peu comme votre enfant. Hein. On peut dire ça, même si, comme nouveau-né, je ne sais pas si on peut dire que c'est... Ça fait plus de 9 ans dans l'accouchement. Voilà, l'accouchement, c'est un accouchement d'éléphant. C'est vous qui l'avez rêvé, ce personnage. Mais vraiment, c'est un rêve qui se réalise parce que, quelque part, moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, je puisse parler sur un plateau de télévision de mon album BD. Vous êtes là et c'est la première, en plus. Hein. Effectivement, on est ici en première mondiale, donc c'est assez extraordinaire. Mais on est content que vous soyez là. Nous aussi, vraiment. Voilà, en tout cas, c'était sympa de venir en parler. C'est vraiment, je recommande à lire absolument parce que c'est très rafraîchissant et c'est très vrai en plus tout ce qui est dit. Et donc, vous serez en séance de dédicace à la librairie Le Lotus Noir. Ce sera ce samedi, le 11 janvier. Et donc, voilà, c'est rue Van der Kinder, la librairie Le Lotus Noir. Merci d'avoir été en notre compagnie ce soir, Sylvie et Alex. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.